La police du pays demande aux conducteurs d'être prudents sur les routes en ce long week-end pascal. Elle sera là pour sanctionner tous ceux qui commettront des infractions. Un père et ses 3 fils prennent la route pour leur week-end annuel de camping. Bess, ma femme, préférait rester à la maison. J'ai préparé la caravane et j'ai fait toutes les vérifications. Le trafic a beaucoup augmenté cet après-midi. Le nombre de policiers et de radars présents sur les routes en ce week-end de Pâques a été renforcé pour notre sécurité à tous. Une fois prêt, on s'est mis en route et on a pris l'autoroute. Bonjour, bienvenue dans les Enquêtes Impossibles, cette série qui, mieux qu'aucune autre, dévoile dans le détail les techniques de l'enquête criminelle. Lequel d'entre nous n'a jamais perdu patience dans un embouteillage dû à un accident de la route? Sans toujours nous préoccuper de la souffrance des victimes, n'avons-nous pas souhaité que la circulation se rétablisse au plus vite pour que nous puissions poursuivre tranquillement notre voyage? Égoïsme. Dans l'affaire qui nous intéresse maintenant, une collision se produit la nuit sur une autoroute australienne. Après avoir causé la mort d'un jeune garçon, le chauffard responsable de l'accident prend la fuite. Dès lors, toute la zone concernée se transforme en scène de crime. Elle est passée au peigne fin par les experts de la police scientifique et la question est la suivante, parviendront-ils à collecter suffisamment d'indices pour identifier et surtout retrouver l'automobiliste coupable? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Il était assez tard dans la nuit. On n'avait plus beaucoup d'essence. On est arrivé à hauteur du panneau de Violet Town et j'ai vu qu'on allait croiser la prochaine bretelle. Je cherchais la sortie et soudain, j'ai entendu un énorme bruit. La voiture a commencé à faire un virage brusque. J'ai quasiment perdu le contrôle du véhicule. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne savais pas si c'était une crevaison, ça pouvait être plein de choses. Tout ce à quoi je pensais, c'était de garder le contrôle, mais la voiture semblait agir de manière indépendante, quoi que je fasse, et elle a commencé à partir vers le bas-côté. Là-dessus, on s'est mis à faire des tonneaux qui m'ont semblé durer une éternité. Les premiers policiers sur la scène ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un accident impliquant seulement une voiture avec une caravane, qu'elle s'était retournée, tuant une personne. C'est seulement 1 heure plus tard, en parlant avec une femme qui avait été témoin de l'accident et aidé les occupants de la voiture, qu'un des policiers a appris que la caravane avait en fait été percutée par un camion. Évidemment, ça a totalement changé la nature de l'accident et celle de l'enquête. Ça nous plaçait dans une situation difficile au niveau de la scène du crime, parce que chaque seconde qui passe fait perdre des indices. Les voitures continuaient de rouler sur la voie de droite en direction du nord, directement à côté de ce qu'allait être notre scène de crime. J'ai donc donné l'ordre d'interdire complètement l'accès à la scène de crime, de ne rien toucher et de prendre les coordonnées de toutes les personnes présentes lors de la collision, avant qu'elles ne partent. Il y avait 3 véhicules qui roulaient dans ce secteur au moment de la collision. L'un d'entre eux était à peu près 100 mètres derrière quand l'accident s'est produit. Tout ce que ces 3 véhicules ont pu nous dire, c'est qu'ils avaient vu le camion faire une embardée vers la droite, vers le bas-côté, dans un grand nuage de poussière. Et c'est la dernière chose qu'ils ont vue. Et évidemment, ils se sont trouvés directement sur les lieux de l'accident. Ce n'est qu'après être sorti de la voiture pour demander ce qui s'était passé à quelqu'un qui s'était arrêté pour nous aider que j'ai appris pour le camion. Ils m'ont dit que j'avais été heurté par un camion. Ensuite, la police et une ambulance sont arrivés. Je ne sais plus dans quel ordre. Je pensais plus aux enfants, en fait. Le fils de Yann
Nikki, 12 ans, est tuée dans la collision. C'est seulement dans l'ambulance que j'ai appris qu'il était mort. Une enquête sur un délit de fuite a toujours un caractère prioritaire. On la traite comme la police criminelle traite une affaire de meurtre en s'efforçant d'établir l'identité de l'agresseur. Car bien sûr, il n'est plus sur la scène du crime. Nous faisons la même chose dans une enquête sur un délit de fuite. La seule différence, c'est que l'arme qui a causé la mort est un véhicule motorisé. Notre travail, c'est d'essayer de retrouver ce véhicule. Dans les délits de fuite, il y a deux scénarios. Soit le chauffard abandonne le véhicule à proximité et part à pied, soit il conduit le véhicule dans un endroit qui, selon lui, fera une bonne cachette. C'est important pour nous de trouver ce véhicule le plus tôt possible. À chaque minute qui passe, cette personne s'éloigne de plus en plus de nous. Sachant qu'il s'est déjà écoulé 1 heure, en supposant qu'elle roulait à une vitesse de 100 km/h, elle était déjà à 100 km. J'ai donc fait placer un barrage routier sur l'autoroute Hume au niveau de Wodonga et j'ai demandé à la police là-bas d'arrêter tous les camions et de rechercher la présence éventuelle de traces de choc. Après avoir interrompu la circulation sur la section d'autoroute concernée par le carambolage, la brigade chargée de l'enquête commence à analyser méthodiquement les indices pour comprendre les causes de l'accident. Le chauffeur routier coupable d'avoir provoqué l'accident et d'avoir pris la fuite est quant à lui activement recherché par les forces de l'ordre. On avait la caravane et le véhicule 4 roues, mais la manière dont s'étaient déroulées les choses n'était pas évidente à première vue. À l'évidence, l'accident avait été très violent. Un morceau de la caravane avait été arraché. La voiture était renversée. On a remarqué 2 traces sur l'aile droite de la voiture. On pouvait penser qu'elles avaient été faites par le pare-buffle d'un camion d'une taille assez importante. Il y avait également eu un transfert de peinture assez important sur l'arrière de la caravane et la voiture. Quand 2 véhicules entrent en contact, peu importe le type de véhicule, il y a toujours un transfert de substance. Dans le cas présent, on avait plusieurs taches de peinture rouge sur l'arrière de la caravane et une autre sur la voiture. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a affaire à un camion rouge, mais au moins on peut en déduire que le camion en question a du rouge à l'avant. C'est pas la panacée, mais c'est un bon point de départ. Dans cette affaire, des parents ont perdu un enfant. Et nous voulons autant qu'eux comprendre pourquoi. Pourquoi leur fils est-il mort? Et le seul qui puisse répondre à ça, c'est le conducteur de l'autre véhicule qui s'est enfui. Un garçon de 12 ans ne mérite pas qu'on le laisse mourir sur le bas-côté de l'autoroute. Ce n'est qu'à la lumière du jour qu'on a mesuré l'ampleur de la scène de crime. Elle s'étendait sur 400 mètres et comprenait le bas-côté et les 2 voies en direction du nord. Cette route est une scène de crime. Une personne est morte et un conducteur a quitté les lieux. Il est impératif de collecter tous les indices pour pouvoir analyser ce qui s'est passé et pouvoir traduire le responsable en justice si un crime a été commis. C'était le vendredi saint du week-end de Pâques. Nous avons fermé l'autoroute Hume en direction du nord. C'était nécessaire. Quand il y a eu un accident sur une route très fréquentée, on ne peut pas juste mettre un ruban autour de la scène de crime, poster un garde et dire qu'on reviendra jeter un œil le lendemain. On n'a droit qu'à une chance, alors il faut fermer la route et faire ce qu'on a à faire le jour même. Et c'est ce qu'on a fait. Beaucoup d'automobilistes étaient mécontents, mais on ne pouvait rien y faire. Il fallait collecter d'abord tous les éléments dont on avait besoin. Sur une scène de crime, on procède à un examen en 7 points. On photographie ce qu'on voit, les indices sur la route et sur les véhicules. Ensuite, on prend des mesures pour situer avec précision chaque élément en utilisant un tachéomètre de géomètre. Cet appareil est capable de mesurer les angles horizontaux,
verticaux et les distances. On a mesuré le frottement des pneus pour déterminer si les traces de frottement sur le revêtement étaient normales. La qualité de la route était bonne, la météo était bonne, aucun brouillard, la nuit était claire et sèche. On ne pouvait donc pas mettre l'accident sur le compte des facteurs environnementaux. Les traces de dérapage du véhicule sur la route avant l'impact indiquaient que ses freins fonctionnaient. Il fallait donc chercher du côté des facteurs humains. Et si la route était sèche, la visibilité et les conditions météo bonnes, la cause de l'accident est vraisemblablement d'origine humaine. Le chauffeur du camion a-t-il commis une imprudence ou a-t-il été victime d'une défaillance? Les traces de freinage sont révélatrices. Après s'être livré à de savants calculs, l'expert Peter Bellion parvient à reconstituer le fil des événements avant, pendant et après la collision. Il parvient aussi à déterminer la vitesse à laquelle roulait chacun des véhicules. En général, les pneus laissent 3 types de marques sur le lieu d'un carambolage. On avait effectivement les 3 sur la scène de l'accident de Violet Town. Le premier correspondait à des traces doubles de pneus d'un véhicule lourd. Ensuite, elles deviennent ce qu'on appelle des traces de dérapage, là où la remorque du poids lourd rebondit un peu. Les autres traces de pneus qu'on a trouvées sont les traces que laisse classiquement un véhicule lors d'une perte de contrôle. Mes conclusions étaient que le camion avait dérapé environ 26 mètres avant l'impact. Vu le début des traces de dérapage, le camion roulait selon mes calculs à approximativement 106 km/h. Le côté passager du poids lourd avait percuté l'arrière côté conducteur de la caravane. Ça leur a fait perdre le contrôle de leur véhicule et ils se sont mis à faire un mouvement de rotation vers les voies de circulation de droite en direction du bas-côté. Ensuite, les traces de pneus nous indiquaient une collision secondaire entre l'avant du côté passager du poids lourd et le côté conducteur de la voiture. Après ça, les traces de pneus font une courbe vers la gauche. Un peu après, la caravane et la voiture se sont détachées et la caravane a fini sa course sur le bas-côté à droite, alors que la voiture est retournée sur la route. Les traces de pneus s'arrêtaient là, indiquant que la voiture avait quitté le sol et commencé à faire des tonneaux. À l'endroit où les traces de pneus finissaient, il y avait un certain nombre de rayures et d'éraflures sur la route menant à la position finale du véhicule, juste avant la sortie Violet Town. On a suivi l'autoroute à pied et on a trouvé le morceau de la caravane arraché. Dessus, il y avait une marque incrustée qui ressemblait à un bout de la lettre A ou à un V inversé. On ne savait pas vraiment, mais on distinguait bien la forme. Il pouvait s'agir d'un bout de plaque d'immatriculation. Ensuite, on a examiné la surface de la route. On cherchait entre autres tout ce qui serait susceptible de nous conduire au véhicule qui avait quitté la scène de l'accident. Et je suis tombé sur ce que je considère comme le Saint Graal dans notre métier en matière de preuves. Un fragment suffisamment intact pour nous donner une piste. Malgré toutes les voitures qui ont traversé les lieux de l'accident la nuit précédente et qui auraient pu détruire des preuves, un morceau de verre de feu clignotant est encore là. Et dans ce cas précis, ce fragment comportait une série de numéros complètes. Il venait probablement du camion. On espérait pouvoir identifier de quel type de verre de feu clignotant il s'agissait, voire en tirer des informations sur le type du véhicule dont il provenait. Le problème était qu'il y a à peu près 160 000 camions immatriculés en Australie. On espérait que le conducteur se présenterait de lui-même à la police. C'est souvent le cas dans les collisions avec délit de fuite.
Le conducteur regrette ensuite sa décision. En général, si ça doit se passer comme ça, il se rend dans les 24 à 48 heures. Un père bouleversé a lancé un appel émouvant pour retrouver le conducteur ensuite, après la tragique collision qui s'est produite sur l'autoroute Hume. Son fils, âgé de 12 ans, a été tué lorsqu'un camion a percuté leur caravane. Ian Fleming retient ses larmes en parlant de son fils de 12 ans, Nicky, tué lorsqu'un chauffard qui a ensuite pris la fuite les a percutés. Il y a eu brusquement un terrible impact à l'arrière de la caravane qui a fait sortir la voiture de sa trajectoire. J'ai cru que c'était un cauchemar. Mon fils m'a dit qu'il s'était cru en plein rêve. On n'arrivait pas à y croire. La police affirme que le chauffard savait très bien ce qu'il avait fait. J'aimerais qu'il repense à ce qu'il a fait et qu'il ait la dignité de se faire connaître. Après avoir passé plus de 12 heures à inspecter les lieux et les abords de l'accident, la police fait rouvrir la portion d'autoroute sur laquelle le jeune Nicky Fleming a été tué. Les enquêteurs espèrent que les indices leur permettront d'identifier le camion impliqué dans la collision. C'est une tâche titanesque, une aiguille dans une botte de foin, puisque plus de 160 000 camions sont immatriculés en Australie. Le fragment de verre retrouvé sur le lieu de la collision a été analysé à notre laboratoire scientifique. Les recherches ont permis d'établir qu'il s'agissait d'un verre fabriqué par la société Hella. On a eu la confirmation qu'il s'agissait bien du verre d'un feu clignotant qui était fabriqué depuis 40 ans et pouvait servir sur un bateau comme sur un camion. Il pouvait être placé à n'importe quel endroit sur un camion. Ça ne nous menait pas très loin, mais ça nous permettait de réduire notre champ de recherche. Le panneau arrière de la caravane avait été très endommagé, à la fois par l'impact et par le fait d'avoir été arraché et traîné sur la route. Il y avait donc beaucoup de marques de gravier et de route, mais aussi 2 lignes claires en forme de V inversée. Je ne savais pas vraiment ce qui avait pu laisser cette marque. Cette forme étrange, qui ressemblait à un A partiel, devait provenir de quelque chose qui se trouvait en bas sur le camion, probablement sur le pare-buffle. Il devait s'agir soit d'un indicateur de contenu dangereux en forme de diamant, soit de quelque chose qui avait été ajouté sur le pare-choc, peut-être à côté de la plaque d'immatriculation. On ne voyait pas clairement ce que c'était. Il nous manquait trop d'éléments pour nous faire une idée précise. Mais il semblait aussi y avoir en impression la marque d'un matériau qui n'était pas métallique, mais qui venait plutôt d'un morceau d'étoffe. La caravane avait aussi été sérieusement endommagée par quelque chose qui s'était enfoncé dans le métal, puis en était ressorti, comme un grand boulon. Sur le côté de la caravane, il y avait des dépôts de peinture rouge récents. Il y avait 3 échantillons de peinture sur le côté de la caravane. J'étais convaincu qu'on avait affaire à un camion rouge vif, mais des taches de peinture, même multiples, ont une valeur limitée tant qu'on n'a rien avec quoi les comparer. Donc ce jour-là, le sentiment général était que c'était bien d'avoir ces indices, mais qu'on n'était pas très avancé tant qu'on n'avait rien pour les comparer. Deux ou 3 jours avaient passé et le chauffard ne s'était pas rendu à la police. Le barrage routier n'avait fourni aucune information intéressante. On se doutait que l'enquête serait longue et laborieuse. Le poids lourd ne s'est pas arrêté et la police de Victoria a entrepris des recherches sur 3 états pour retrouver le véhicule. Il s'agit d'un poids lourd équipé d'un pare-buffle. Il a probablement de la peinture rouge abîmée, soit sur le tracteur, soit sur la remorque. Selon la police, il est impossible que le chauffeur ne se soit pas aperçu qu'il avait causé un accident. Les témoins ont déclaré que c'était un miracle qu'il ait réussi à revenir sur la route après la collision. Un garçon de 12 ans ne mérite pas qu'on le laisse mourir sur le bas-côté de l'autoroute.
En général, on reçoit un coup de fil soit anonyme, soit d'un informateur qui nous dit « c'est ce type qui est impliqué dans la collision ou son camion se trouve à tel endroit ». Là, on n'a rien eu de tout ça. Alors, on a fait appel aux routiers pour essayer d'obtenir des informations. On a imprimé des prospectus et on les a distribués. La plupart ont dit que s'ils savaient quelque chose, ils ne couvriraient pas ce type. Parce que c'était très lâche de percuter une caravane et de provoquer la mort d'un garçon de 12 ans et de disparaître comme ça, sans venir expliquer ce qui s'est passé. On avait le sentiment que le conducteur du poids lourd s'était mis au vert. Dans ce genre d'enquête, ça peut signifier la fin de l'affaire. Il faut malgré tout continuer à avancer pas à pas en espérant que la journée vous apportera une nouvelle information ou le lendemain et que vous finirez par assembler les pièces du puzzle une à une. L'étape suivante consiste à tenter d'identifier le pare-buffle impliqué dans l'accident, en mesurant les marques sur la caravane et la voiture. Sachant qu'il s'agissait seulement d'une partie de pare-buffle, un quart ou un tiers de sa largeur totale, notre travail consistait à essayer de retrouver à partir de là le modèle ou le type de pare-buffle capable de faire ces marques. On nous a envoyé un autre agent de police en renfort, auquel on a assigné la tâche laborieuse d'ouvrir les pages jaunes et de contacter tous les fabricants de pare-buffle. Dans l'espoir de découvrir la firme qui fabrique le pare-buffle qui équipait l'avant du camion responsable de l'accident, l'agent de police écume pendant 2 semaines les annuaires téléphoniques de chaque État australien. Pendant ce temps, l'inspecteur Karsten Schulz continue de concentrer ses efforts sur l'étrange lettre A incrustée sur la tôle de la caravane, espérant bien découvrir son origine. Ce jour-là, j'ai quitté le bureau avec comme un sentiment de culpabilité, parce que je consacrais tellement de temps à cette affaire au détriment de ma famille. Alors j'ai dit à ma femme, on va faire un tour. Je vais t'expliquer où on en est dans l'enquête. On a vu des camions, je lui ai parlé du pare-buffle. Je regardais la route et en face, dans la direction opposée, j'ai vu arriver un poids lourd à ma hauteur. Et là, ça m'a sauté aux yeux. J'avais fait faire un agrandissement d'une photo de cet étrange A. Et cette image était gravée dans ma tête. Sur le devant du pare-buffle, il y avait des protections. L'excitation de Karsten était palpable à sa voix. Il m'a dit « Ted ». Je lui ai répondu « Oui, qu'est-ce que tu as à me dire, Karsten ?» Et lui me répond « Je peux te donner la marque du camion ». Karsten Schulz est convaincu d'avoir trouvé la marque du poids lourd impliqué dans l'accident qui a coûté la vie à Nicky Fleming. Il était persuadé que le W sur la protection en vinyle était ce qui avait laissé une marque sur l'arrière de la caravane. Je suis allé parler avec le chauffeur du poids lourd. J'ai jeté un œil à son camion pour voir si on pouvait l'éliminer de la liste, ce qui était le cas. Et il nous a prêté l'une de ses protections pour qu'on puisse la comparer avec les marques de l'arrière de la caravane. Les protections étaient de forme rectangulaire, en vinyle, avec un grand W dessus. Le bas du W correspondait au V inversé de la marque et la première barre oblique du W au trait à l'angle opposé qui était aussi incrusté dans la caravane. J'étais donc pratiquement sûre que c'était ce qui était à l'origine des marques, même si j'étais assez surprise que quelque chose d'aussi fin ait pu laisser ce genre de marque. L'impact avait dû être vraiment violent. Ça a été une révélation. C'était la deuxième avancée majeure dans cette enquête. Parce que, parmi les 160 000 camions potentiels,
On allait maintenant rechercher un type précis de poids lourd. Les protections font partie du pare-buffle. Le pare-buffle que Karsten a vu est fabriqué par une société du Queensland. C'est peut-être la fin de leurs recherches dans les pages jaunes. King Bars dans le Queensland a reconnu le pare-buffle que nous cherchions. C'est un pare-buffle de poids lourd produit depuis 4 ou 5 ans et qui équipe le modèle 4964F des camions Western Star. Les enquêteurs voient donc confirmer leur conviction que c'est un pare-buffle comme celui-ci qui a participé à la collision. La partie du pare-buffle qui nous intéressait a été reconstituée à partir des indications de King Bar. Elle correspondait parfaitement aux marques laissées sur la carrosserie de la voiture et le panneau arrière de la caravane, où elles étaient encore plus importantes. Tout se complétait parfaitement. De plus, le boulon à œil du pare-buffle s'insérait parfaitement dans le trou fait à l'arrière de la caravane. C'était un bonheur de voir tout s'assembler à la perfection. Il ne faisait plus aucun doute pour nous qu'on cherchait ce modèle précis de pare-buffle. Donc oui, on avait reconstitué une partie du camion mystère. Les experts obtiennent 2 résultats significatifs. D'une part, le pare-buffle a été fabriqué par la firme King Bar. D'autre part, le type de feu clignotant qui équipait le camion Western Star n'était pas disponible à la vente avant 1993. La police peut désormais réduire son champ d'investigation de près de 90%. Sur les 160 000 camions que compte l'Australie, seuls 17 000 peuvent désormais être impliqués dans la collision. Il s'agissait d'un modèle 4964F. Sur les 17 000 camions Western Star de la liste, cela réduisait le nombre de véhicules suspects à 680. On a ensuite passé en revue les dossiers de King Bar, identifié tous les camions de la liste qui avaient été équipés d'un pare-buffle de poids lourd et éliminé tous ceux qui n'avaient pas de protection en vinyle. À la fin de la journée, la liste s'était réduite à 206. J'étais convaincu que parmi ces 206 véhicules se trouvait celui qu'on cherchait. Ce qui est bizarre avec les camions, c'est qu'ils sont partout et en même temps, on ne les remarque pas. Quand on cherchait seulement un camion, on n'avait rien de précis sur quoi s'appuyer. Une fois notre suspect identifié comme conduisant un modèle 4964F équipé d'un pare-buffle de poids lourd, on en a vu partout. À chaque fois qu'on s'arrêtait à un feu, on voyait un camion Western Star à côté de nous. Je suis devenu très attentif à ces poids lourds à partir du moment où on a établi ce lien. Je partais en vacances avec ma mère et mon beau-père quand, après un long trajet, on a dû s'arrêter à une station-service pour faire le plein. Là, en regardant devant moi, j'ai vu de loin un camion rouge. Et j'ai demandé à Don de s'occuper du plein. Je me suis approché, j'ai tout de suite inspecté le pare-buffle. Je me suis baissé pour observer la barre du dessous. Elle était fendue. J'ai regardé l'emblème et j'ai vu que la peinture rouge de l'étoile au milieu était un peu abîmée. Alors j'ai fait le tour du camion et j'ai vu le feu latéral et juste à côté, il y avait des marques qu'on avait tenté de dissimuler en mettant de la peinture rouge par-dessus. Je me suis dit qu'avec les 3 éléments que j'avais repérés sur ce camion, cela faisait du conducteur un bon candidat. Soudain, le bon candidat en question arrive sur Ted. Et je lui ai dit « Salut, sympa le camion. C'est quoi comme moteur ?» En tentant de dire ce qu'un passionné de camion aurait dit. « Il est à vous ?» j'ai demandé. Et il m'a dit « À ma banque. »
C'était bon pour l'enquête. Il était plus probable que notre chauffard possède son propre camion, parce qu'un routier qui travaillerait pour une boîte se serait vu demander des comptes sur les dégâts sur la carrosserie. Avec le numéro d'immatriculation du camion, on a établi que le propriétaire et conducteur du camion s'appelait Brett Kilmore et qu'il habitait dans le Queensland. La police dispose désormais d'un suspect en la personne de Brett Kilmore. Mais avant d'interroger, elle doit établir qu'il circulait bien à bord de son camion dans les parages de l'accident. Pour obtenir une réponse, elle contrôle le relevé des communications reçues sur son téléphone portable durant la nuit du 9 avril 1998. Les relevés téléphoniques nous révélaient où il était à ce moment-là. Et c'était trop près de la scène de crime pour que celui qu'on cherche soit quelqu'un d'autre. Kilmore conduit un camion qui se trouvait à la 25e place sur la liste des 206 camions à examiner. Il est maintenant le suspect numéro 1. On a contacté sa compagnie d'assurance et on leur a posé des questions précises à son sujet. Il n'avait reçu aucune demande d'indemnisation de sa part concernant un accident ou des dégâts survenus à Pâques. En revanche, ils avaient des demandes d'indemnisation pour plusieurs accidents ayant eu lieu après Pâques. Le camion était à ce moment-là en réparation. Il fallait agir rapidement si on voulait examiner ce camion avant qu'il n'y ait plus de réparations effectuées dessus. 6 mois après la collision et le délit de fuite, la police a un suspect, mais son véhicule a été impliqué dans 2 autres accidents depuis Pâques. Et le camion est maintenant en réparation. Je me suis dit que ça allait être difficile, mais que nous allions examiner ce camion sous toutes les coutures pour tenter de trouver un quelconque indice ayant un rapport avec les traces retrouvées à l'arrière de la caravane et de la voiture accidentée. Le pare-buffle du camion avait été tellement endommagé dans le dernier accident qu'il paraissait difficile pour la police scientifique d'en tirer quoi que ce soit. Cependant, le réservoir de carburant sur le côté passager du camion avait été tourné. Et ce parce qu'il avait été endommagé lors de l'impact sur ce qui était alors l'extérieur du réservoir. Pour moi, c'était la preuve que Kilmore avait essayé de dissimuler les dégâts sur son camion pour que personne ne fasse le rapprochement. Mais ce n'est qu'une preuve indirecte. À ce stade, ils n'ont aucune preuve matérielle reliant directement le camion et Kilmore à la collision qui s'est produite près de Violettown. Après 2 jours, à mon grand regret, je n'avais rien qui établissait scientifiquement un lien indéniable. Mais j'avais plein de petites choses, notamment des prélèvements de peinture du camion. On a pris l'emblème blanc, le W du camion, dans l'espoir qu'un examen approfondi révélerait quelque chose de plus utile. Parvenus à ce stade de l'enquête et disposant de suffisamment d'éléments, les policiers estiment que l'heure est venue d'interroger le principal suspect. Au prétexte de l'entendre sur un accident qui s'est produit en Nouvelle-Galles du Sud, ils contactent Brett Kilmore et le prient de se rendre au commissariat de Brisbane pour répondre à leurs questions. On l'a ensuite informé qu'on appartenait à la brigade chargée d'enquêter sur les accidents mortels de la route dans l'état de Victoria et qu'on voulait lui parler d'une collision ayant eu lieu le vendredi saint à Violettown. Il a commencé par dire « Quelle collision ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. » Mais juste avant le début de l'interrogatoire, un revirement se produit. Il s'est renfrogné, il s'est mis à trembler et a ensuite fait le commentaire suivant. « Ça fait 6 mois que je vous attends. » Et dès qu'il a dit ça, c'est devenu concret. C'était bien l'homme qu'on cherchait depuis 6 mois. Que pouvez-vous me dire au sujet de cette collision ? J'ai été accidentellement mêlé à une collision. Je dois vous demander de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, j'ai été accidentellement mêlé à une collision. Comment vous y êtes-vous retrouvé mêlé ? J'ai tapé l'arrière de sa caravane. Vous rappelez-vous à quel moment vous avez vu la caravane pour la première fois ?
quand c'était trop tard. Disons que je l'ai vu à faible distance. J'étais perturbé par des phares derrière moi. Mon esprit était préoccupé par l'idiot qui conduisait derrière moi. Je ne lui reproche rien. Ce n'est pas lui qui a causé l'accident. Il a dit avoir été distrait durant les 5 à 10 minutes précédant l'impact par des phares très éblouissants venant de la voiture derrière lui. J'avais parlé aux occupants de la voiture en question. Ils ne m'avaient rien dit de tel. Je ne suis pas un meurtrier. J'ai essayé de l'éviter. Je pensais que j'aurais le temps de freiner et de m'écarter, mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Pendant combien de temps pensez-vous avoir regardé dans le rétroviseur? Pendant combien de temps avez-vous gardé les yeux sur le rétroviseur avant de regarder de nouveau la route devant vous et la caravane? À ce moment-là, je cherchais à allumer mes feux de détresse. Pour moi, Kilmore paraissait chercher une explication à la collision où il n'aurait pas l'air responsable. Pour que je comprenne bien, il y a une caravane qui roule devant vous sur la voie de gauche et vous ne la voyez pas avant d'être, disons, à 20 mètres de distance. Il y avait un trou. Un énorme trou. Était-il vraiment concentré comme il le prétend sur les phares derrière lui pendant ce temps-là? Pour une raison ou pour une autre, il n'a pas regardé, comme il aurait dû, la route devant lui et vu cette énorme caravane blanche. C'était inexplicable. Comment aurait-il pu ne pas la voir? Vous savez si les feux de la caravane étaient allumés? Quand j'ai été assez proche d'elle pour la voir, il n'y avait pas de feu allumé. Je n'ai vu aucun feu de frein allumé. Tout ce que je voyais, c'était une grande caravane blanche. L'une des choses qu'on fait notamment dans un carambolage entre des véhicules qui roulent dans le même sens la nuit, c'est d'examiner les feux et les filaments des ampoules du véhicule qui a été embouti par l'arrière. Si les feux sont allumés quand l'impact se produit, les filaments en tungstène de l'ampoule deviennent très chauds et quand le véhicule est soumis à un impact, ce filament torsadé se déforme et devient tout distordu. Nous avons examiné ces filaments et ils indiquaient que les feux arrière de la caravane étaient allumés, donc il aurait dû les voir. Êtes-vous revenu en arrière ne serait-ce que pour comprendre ce qui s'était passé et voir si quelqu'un avait besoin d'aide ou était blessé? Je croyais qu'il n'y avait plus personne sur place. Non, je ne pensais pas que quelqu'un était blessé. Et vous avez pris la décision de ne pas y retourner pour vérifier? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas quoi dire. Probablement parce que je ne voulais pas voir ce qui était peut-être arrivé. Étiez-vous conscient que si quelqu'un était blessé ou mort dans la collision, vous risquiez de gros ennuis? Oui. Ça vous a traversé l'esprit? Oui. Kilmore admet être impliqué dans la collision, mais il tente bien sûr de minimiser sa responsabilité en prétendant avoir été ébloui par les phares d'une voiture roulant derrière lui. Les enquêteurs ne se satisfont pas de cette explication. Ils poursuivent leur interrogatoire tandis que leurs collègues experts scientifiques continuent d'accumuler les preuves matérielles de sa culpabilité. Sous la pression ou face aux évidences, Kilmore va-t-il être obligé de reconsidérer les faits? Il semblait chercher quelque chose à quoi se raccrocher et qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. Après près de 4 heures d'interrogatoire, la vérité émerge enfin. Prenez-vous des drogues ou des médicaments prescrits ou non? J'ai pu prendre des pilules de caféine. Elles sont donc censées vous aider à rester éveillé plus longtemps. Oui, c'est ça. Pourquoi vous prenez ça? Parce que quand vous êtes somnolent, que vous avez du retard et que vous n'avez pas assez dormi, vous prenez ce que vous avez sous la main.
Diriez-vous qu'il est difficile pour vous de conduire et de gagner votre vie sans dépasser le temps de conduite maximal autorisé? Oui, c'est quasiment impossible de gagner sa vie sans faire d'heures sup. J'ai déjà été viré parce que j'étais en retard. Je peux pas me le permettre. Par conséquent, ça pourrait être la raison de cet accident. Parce qu'à cause de votre état physique et mental, vous n'étiez plus capable de voir et d'interpréter ce qui se passait sur la route devant vous avant qu'il ne soit trop tard? Ça pourrait être la cause à 90%, je dirais. Kilmore a commencé sur la défensive en niant toute participation au carambolage de Victoria. Mais à la fin, il a admis qu'il était fatigué et qu'il n'arrivait plus à rester concentré. Il n'avait pas vu la caravane avant d'arriver à 15-20 mètres d'elle. Et à cette distance, même en freinant avec le frein à main et en tentant de s'écarter, il est trop tard pour éviter la collision. Son attitude a été d'une négligence totale, à tel point qu'on peut parler d'homicide involontaire. Ce sont ses propres aveux qui nous ont incités à penser qu'on avait suffisamment d'éléments pour l'inculper de conduite dangereuse ayant entraîné la mort. Mais notre travail n'était pas fini. Il nous fallait encore des preuves matérielles. Un témoignage se révèle souvent peu fiable ou n'a pas grand poids au procès, alors qu'une preuve ne varie pas. Elle ne change jamais dans son interprétation. C'est un fait inaltérable et une fois qu'elle est là, vous savez que vous pouvez aller au procès. Quand vous regardez l'emblème blanc, le W depuis une certaine distance, il paraît être couvert de mouches. Mais quand vous vous approchez, vous vous rendez compte que tous les points noirs ne sont pas des mouches. L'une de ces marques est en fait un trou. Il était très petit, quelques millimètres de largeur seulement, mais il avait une forme particulière. J'ai inspecté l'arrière de la caravane et dans un coin, il y a une vis à tête cruciforme. Et non seulement il y a du plastique blanc dans la tête de la vis, mais sur ce plastique blanc, il y a des fibres extrêmement brillantes. Et la vis entre parfaitement dans le trou minuscule, visible sur le plastique. Mieux encore, les fibres qui s'y trouvent incrustées sont parfaitement identiques à celles qui se trouvaient sur le pare-choc du camion. À force de persévérance, les experts sont parvenus à obtenir ce qu'ils cherchaient depuis des mois, établir la preuve irréfutable de l'implication de Kilmore dans l'accident. Ils sont dès lors en mesure d'informer le jury et d'alimenter la plaidoirie du procureur. Pour moi, à ce moment-là, c'est Eureka. Grâce à cette preuve, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que ce camion a percuté une caravane. C'est le moment clé de l'affaire sur le plan médico-légal. Je regrette de ne pas m'être arrêté. Les choses auraient été bien plus faciles, mais dans les premiers instants, les 5, 10 minutes après le moment où ça se passe, c'est le plus difficile. La deuxième chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie, c'est d'appeler ma société de crédit pour dire que je ne pouvais pas honorer le paiement. Passer ce stade, c'est dur à admettre. J'ai mis toute ma vie dans ce camion. Je ne voulais pas le perdre. Mais étant donné les circonstances, ce que j'ai fait a peut-être coûté la vie à un enfant. Je pourrais blâmer ou montrer du doigt quelqu'un d'autre. Mais j'ai déconné, et il faut que j'assume. Et que j'en accepte les conséquences.
Le responsable d'un accident qui avait percuté une voiture sur l'autoroute Hume, entraînant la mort d'un garçon de 12 ans, a été reconnu coupable de conduite dangereuse. 6 mois après la tragédie, Brett Gilmore avait été retrouvé par un technicien de la police scientifique en vacances grâce à son véhicule endommagé. Il a fallu 6 mois de recherche intensive dans toute l'Australie pour trouver cet homme. La décision du jury a mis fin à 2 ans d'investigation. Une enquête qui a profondément affecté les enquêteurs de la police. J'ai moi-même des enfants et je sais que perdre un enfant est l'une des plus grandes tragédies qui peut vous arriver dans la vie. C'est vraiment étonnant de voir à quel point ils ont mis tout leur cœur et toute leur âme dans cette enquête. Ils ne se sont pas contentés de travailler de 9 à 17 heures. Je crois qu'ils en rêvaient quasiment la nuit. Ils y pensaient 24 heures sur 24. Et de les voir mettre tant d'efforts et de ressources pour trouver cet homme n'effaçait pas la perte que j'ai subie. Mais ça a été d'un grand réconfort. Ça m'a beaucoup surpris. Trouver la bonne personne parmi les 160 000 qu'on avait au début, parvenir à ce résultat et pouvoir amener quelqu'un devant la justice, c'est très satisfaisant professionnellement parlant. C'est ça notre travail. Un routier qui avait pris la fuite après avoir percuté une voiture sur l'autoroute Hume, tuant un garçon de 12 ans, a été condamné à 5 ans de prison. Aucune sentence ne fera revenir le jeune fils de Bess Fleming, Nicky. Tous les jours, je dois vivre avec l'absence de mon fils, supporter cette perte. La Cour a écouté le routier de 33 ans expliquer les pressions financières exercées par les employeurs et les délais imposés. Pour la police, c'est un verdict triste pour le secteur du transport routier. Les sociétés de transport routier imposent des objectifs déraisonnables à leurs chauffeurs. Le juge Francis Dye a déclaré que rien ne pouvait excuser la conduite criminelle de Gilmore et qu'aucune peine ne pourrait alléger la douleur des Fleming. J'espère que tous les jours qu'il passera en prison, il prendra la résolution de conduire prudemment à sa sortie. Si on faisait plus savoir aux gens qu'ils finissent toujours par attraper ces chauffeurs, je pense qu'il n'y aurait plus de délit de fuite. Parce qu'ils enquêtent tellement minutieusement. La police n'arrêtera pas de vous chercher. Que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, elle finira par frapper à votre porte. Alors il vaut mieux vous arrêter et agir comme quelqu'un de bien, plutôt que de prendre la fuite en pensant que vous vous en sortirez sans avoir à endosser la responsabilité. Parce qu'ils finiront toujours par vous avoir. Stressé par les pressions financières, épuisé par l'accumulation des heures supplémentaires, Brett Gilmore, le chauffeur routier, a commis l'irréparable. Il a tué Ian Fleming, un garçon âgé de 12 ans. Quels que soient aujourd'hui ses regrets, ses remords, ce fardeau hantera sa conscience jusqu'à la fin de sa vie. Il faut savoir que chaque année, plus d'1 million de personnes périssent sur les routes du monde. Avec 35 000 victimes, la Russie détient le triste record de mortalité. En France, même si les statistiques ont tendance à s'améliorer, 1000 accidents mortels impliquant des camions sont encore à déplorer chaque année. 85% d'entre eux étant dus à des erreurs humaines. Car si les chauffeurs routiers sont nettement moins alcoolisés que la moyenne des usagers de la route, les contraintes qu'ils subissent les poussent fréquemment à commettre des excès de vitesse. Pour en terminer sur ce sujet, sachez encore que l'article 434-10 du Code pénal prévoit qu'un conducteur auteur d'un délit de fuite sera pénalisé d'une suspension de son permis de conduire en cas de dommages corporels, sanction assortie d'une peine de 2 ans de prison et d'une amende de 30 000 €. C'est en vous incitant à la prudence sur les routes que je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour une nouvelle émission des Enquêtes Impossibles.
La police du pays demande aux conducteurs d'être prudents sur les routes en ce long week-end pascal. Elle sera là pour sanctionner tous ceux qui commettront des infractions. Un père et ses 3 fils prennent la route pour leur week-end annuel de camping. Bess, ma femme, préférait rester à la maison. J'ai préparé la caravane et j'ai fait toutes les vérifications. Le trafic a beaucoup augmenté cet après-midi. Le nombre de policiers et de radars présents sur les routes en ce week-end de Pâques a été renforcé pour notre sécurité à tous. Une fois prêt, on s'est mis en route et on a pris l'autoroute. Bonjour, bienvenue dans les Enquêtes Impossibles, cette série qui, mieux qu'aucune autre, dévoile dans le détail les techniques de l'enquête criminelle. Lequel d'entre nous n'a jamais perdu patience dans un embouteillage dû à un accident de la route? Sans toujours nous préoccuper de la souffrance des victimes, n'avons-nous pas souhaité que la circulation se rétablisse au plus vite pour que nous puissions poursuivre tranquillement notre voyage? Égoïsme. Dans l'affaire qui nous intéresse maintenant, une collision se produit la nuit sur une autoroute australienne. Après avoir causé la mort d'un jeune garçon, le chauffard responsable de l'accident prend la fuite. Dès lors, toute la zone concernée se transforme en scène de crime. Elle est passée au peigne fin par les experts de la police scientifique et la question est la suivante, parviendront-ils à collecter suffisamment d'indices pour identifier et surtout retrouver l'automobiliste coupable? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Il était assez tard dans la nuit. On n'avait plus beaucoup d'essence. On est arrivé à hauteur du panneau de Violet Town et j'ai vu qu'on allait croiser la prochaine bretelle. Je cherchais la sortie et soudain, j'ai entendu un énorme bruit. La voiture a commencé à faire un virage brusque. J'ai quasiment perdu le contrôle du véhicule. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne savais pas si c'était une crevaison, ça pouvait être plein de choses. Tout ce à quoi je pensais, c'était de garder le contrôle, mais la voiture semblait agir de manière indépendante, quoi que je fasse, et elle a commencé à partir vers le bas-côté. Là-dessus, on s'est mis à faire des tonneaux qui m'ont semblé durer une éternité. Les premiers policiers sur la scène ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un accident impliquant seulement une voiture avec une caravane, qu'elle s'était retournée, tuant une personne. C'est seulement 1 heure plus tard, en parlant avec une femme qui avait été témoin de l'accident et aidé les occupants de la voiture, qu'un des policiers a appris que la caravane avait en fait été percutée par un camion. Évidemment, ça a totalement changé la nature de l'accident et celle de l'enquête. Ça nous plaçait dans une situation difficile au niveau de la scène du crime, parce que chaque seconde qui passe fait perdre des indices. Les voitures continuaient de rouler sur la voie de droite en direction du nord, directement à côté de ce qui allait être notre scène de crime. J'ai donc donné l'ordre d'interdire complètement l'accès à la scène de crime, de ne rien toucher et de prendre les coordonnées de toutes les personnes présentes lors de la collision, avant qu'elles ne partent. Il y avait 3 véhicules qui roulaient dans ce secteur au moment de la collision. L'un d'entre eux était à peu près 100 mètres derrière quand l'accident s'est produit. Tout ce que ces 3 véhicules ont pu nous dire, c'est qu'ils avaient vu le camion faire une embardée vers la droite, vers le bas-côté. On ne savait pas vraiment, mais on distinguait bien la forme. Il pouvait s'agir d'un bout de plaque d'immatriculation. Ensuite, on a examiné la surface de la route. On cherchait entre autres tout ce qui serait susceptible de nous conduire au véhicule qui avait quitté la scène de l'accident. Et je suis tombé sur ce que je considère comme le Saint Graal dans notre métier en matière de preuves. Un fragment suffisamment intact pour nous donner une piste. Malgré toutes les voitures qui ont traversé les lieux de l'accident la nuit précédente et qui auraient pu détruire des preuves,
un morceau de verre de feu clignotant est encore là. Et dans ce cas précis, ce fragment comportait une série de numéros complètes. Il venait probablement du camion. On espérait pouvoir identifier de quel type de verre de feu clignotant il s'agissait, voire en tirer des informations sur le type du véhicule dont il provenait. Le problème était qu'il y a à peu près 160 000 camions immatriculés en Australie. On espérait que le conducteur se présenterait de lui-même à la police. C'est souvent le cas dans les collisions avec délit de fuite. Le conducteur regrette ensuite sa décision. En général, si ça doit se passer comme ça, il se rend dans les 24 à 48 heures. Un père bouleversé a lancé un appel émouvant pour retrouver le conducteur en fuite après la tragique collision qui s'est produite sur l'autoroute Hume. Son fils, âgé de 12 ans, a été tué lorsqu'un camion a percuté leur caravane. Ian Fleming retient ses larmes en parlant de son fils de 12 ans, Nicky, tué lorsqu'un chauffard qui a ensuite pris la fuite les a percutés. Il y a eu brusquement un terrible impact à l'arrière de la caravane qui a fait sortir la voiture de sa trajectoire. J'ai cru que c'était un cauchemar. Mon fils m'a dit qu'il s'était cru en plein rêve. On n'arrivait pas à y croire. La police affirme que le chauffard savait très bien ce qu'il avait fait. J'aimerais qu'il repense à ce qu'il a fait et qu'il ait la dignité de se faire connaître. Après avoir passé plus de 12 heures à inspecter les lieux et les abords de l'accident, la police fait rouvrir la portion d'autoroute sur laquelle le jeune Nicky Fleming a été tué. Les enquêteurs espèrent que les indices leur permettront d'identifier le camion impliqué dans la collision. C'est une tâche titanesque, une aiguille dans une botte de foin, puisque plus de 160 000 camions sont immatriculés en Australie. Le fragment de verre retrouvé sur le lieu de la collision a été analysé à notre laboratoire scientifique. Les recherches ont permis d'établir qu'il s'agissait d'un verre fabriqué par la société Ella. On a eu la confirmation qu'il s'agissait bien du verre d'un feu clignotant qui était fabriqué depuis 40 ans et pouvait servir sur un bateau comme sur un camion. Il pouvait être placé à n'importe quel endroit sur un camion. Ça ne nous menait pas très loin, mais ça nous permettait de réduire notre champ de recherche. Le panneau arrière de la caravane avait été très endommagé, à la fois par l'impact et par le fait d'avoir été arraché et traîné sur la route. Il y avait donc beaucoup de marques de gravier et de route, mais aussi 2 lignes claires en forme de V inversée. Je ne savais pas vraiment ce qui avait pu laisser cette marque. Cette forme étrange, qui ressemblait à un A partiel, devait provenir de quelque chose qui se trouvait en bas sur le camion, probablement sur le pare-buffle. Il devait s'agir soit d'un indicateur de contenu dangereux en forme de diamant, soit de quelque chose qui avait été ajouté sur le pare-choc, peut-être à côté de la plaque d'immatriculation. On ne voyait pas clairement ce que c'était. Il nous manquait trop d'éléments pour nous faire une idée précise. Mais il semblait aussi y avoir en impression la marque d'un matériau qui n'était pas métallique, mais qui venait plutôt d'un morceau d'étoffe. La caravane avait aussi été sérieusement endommagée. Dans un grand nuage de poussière. Et c'est la dernière chose qu'ils ont vue. Et évidemment, ils se sont trouvés directement sur les lieux de l'accident. Ce n'est qu'après être sorti de la voiture pour demander ce qui s'était passé à quelqu'un qui s'était arrêté pour nous aider que j'ai appris pour le camion. Ils m'ont dit que j'avais été heurté par un camion. Ensuite, la police et une ambulance sont arrivés. Je ne sais plus dans quel ordre. Je pensais plus aux enfants, en fait. Le fils de Ian, Nicky, 12 ans, est tué dans la collision. C'est seulement dans l'ambulance que j'ai appris qu'il était mort.
Une enquête sur un délit de fuite a toujours un caractère prioritaire. On la traite comme la police criminelle traite une affaire de meurtre en s'efforçant d'établir l'identité de l'agresseur. Car bien sûr, il n'est plus sur la scène du crime. Nous faisons la même chose dans une enquête sur un délit de fuite. La seule différence, c'est que l'arme qui a causé la mort est un véhicule motorisé. Notre travail, c'est d'essayer de retrouver ce véhicule. Dans les délits de fuite, il y a deux scénarios. Soit le chauffard abandonne le véhicule à proximité et part à pied, soit il conduit le véhicule dans un endroit qui, selon lui, fera une bonne cachette. C'est important pour nous de trouver ce véhicule le plus tôt possible. À chaque minute qui passe, cette personne s'éloigne de plus en plus de nous. Sachant qu'il s'est déjà écoulé 1 heure, en supposant qu'elle roulait à une vitesse de 100 km/h, elle était déjà à 100 km. J'ai donc fait placer un barrage routier sur l'autoroute Hume au niveau de Wodonga et j'ai demandé à la police là-bas d'arrêter tous les camions et de rechercher la présence éventuelle de traces de choc. Après avoir interrompu la circulation sur la section d'autoroute concernée par le carambolage, la brigade chargée de l'enquête commence à analyser méthodiquement les indices pour comprendre les causes de l'accident. Le chauffeur routier coupable d'avoir provoqué l'accident et d'avoir pris la fuite est quant à lui activement recherché par les forces de l'ordre. On avait la caravane et le véhicule 4 roues, mais la manière dont s'étaient déroulées les choses n'était pas évidente à première vue. À l'évidence, l'accident avait été très violent. Un morceau de la caravane avait été arraché. La voiture était renversée. On a remarqué 2 traces sur l'aile droite de la voiture. On pouvait penser qu'elles avaient été faites par le pare-buffle d'un camion d'une taille assez importante. Il y avait également eu un transfert de peinture assez important sur l'arrière de la caravane et la voiture. Quand 2 véhicules entrent en contact, peu importe le type de véhicule, il y a toujours un transfert de substance. Dans le cas présent, on avait plusieurs taches de peinture rouge sur l'arrière de la caravane et une autre sur la voiture. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a affaire à un camion rouge, mais au moins on peut en déduire que le camion en question a du rouge à l'avant. C'est pas la panacée, mais c'est un bon point de départ. Dans cette affaire, des parents ont perdu un enfant. Et nous voulons autant qu'eux comprendre pourquoi. Pourquoi leur fils est-il mort? Et le seul qui puisse répondre à ça, c'est le conducteur de l'autre véhicule qui s'est enfui. Un garçon de 12 ans ne mérite pas qu'on le laisse mourir sur le bas-côté de l'autoroute. Ce n'est qu'à la lumière du jour qu'on a mesuré l'ampleur de la scène de crime. Elle s'étendait sur 400 mètres et comprenait le bas-côté et les 2 voies en direction du nord. Cette route est une scène de crime. Une personne est morte et un conducteur a quitté les lieux. Il est impératif de collecter tous les indices pour pouvoir analyser ce qui s'est passé et pouvoir traduire le responsable en justice si un crime a été commis. C'était le vendredi saint du week-end de Pâques. Nous avons fermé l'autoroute Hume en direction du nord. C'était nécessaire. Quand il y a eu un accident sur une route très fréquentée, on ne peut pas juste mettre un ruban autour de la scène de crime, poster un garde et dire qu'on reviendra jeter un œil le lendemain. On n'a droit qu'à une chance, alors il faut fermer la route et faire ce qu'on a à faire le jour même. Et c'est ce qu'on a fait. Beaucoup d'automobilistes étaient mécontents, mais on ne pouvait rien y faire. Il fallait collecter d'abord tous les éléments dont on avait besoin. Sur une scène de crime, on procède à un examen en 7 points. On photographie ce qu'on voit, les indices sur la route et sur les véhicules. Ensuite, on prend des mesures pour situer avec précision chaque élément en utilisant un tachéomètre de géomètre. Cet appareil est capable de mesurer les angles horizontaux, verticaux et les distances. On a mesuré le frottement des pneus pour déterminer si les traces de frottement sur le revêtement étaient normales. La qualité de la route était bonne, la météo était bonne, aucun brouillard, la nuit était claire et sèche.
On ne pouvait donc pas mettre l'accident sur le compte des facteurs environnementaux. Les traces de dérapage du véhicule sur la route avant l'impact indiquaient que ses freins fonctionnaient. Il fallait donc chercher du côté des facteurs humains. Et si la route était sèche, la visibilité et les conditions météo bonnes, la cause de l'accident est vraisemblablement d'origine humaine. Le chauffeur du camion a-t-il commis une imprudence ou a-t-il été victime d'une défaillance? Les traces de freinage sont révélatrices. Après s'être livré à de savants calculs, l'expert Peter Bellion parvient à reconstituer le fil des événements avant, pendant et après la collision. Il parvient aussi à déterminer la vitesse à laquelle roulait chacun des véhicules. En général, les pneus laissent 3 types de marques sur le lieu d'un carambolage. On avait effectivement les 3 sur la scène de l'accident de Violet Town. Le premier correspondait à des traces doubles de pneus d'un véhicule lourd. Ensuite, elles deviennent ce qu'on appelle des traces de dérapage, là où la remorque du poids lourd rebondit un peu. Les autres traces de pneus qu'on a trouvées sont les traces que laisse classiquement un véhicule lors d'une perte de contrôle. Mes conclusions étaient que le camion avait dérapé environ 26 mètres avant l'impact. Vu le début des traces de dérapage, le camion roulait selon mes calculs à approximativement 106 km/h. Le côté passager du poids lourd avait percuté l'arrière côté conducteur de la caravane. Ça leur a fait perdre le contrôle de leur véhicule et ils se sont mis à faire un mouvement de rotation vers les voies de circulation de droite en direction du bas-côté. Ensuite, les traces de pneus nous indiquaient une collision secondaire entre l'avant du côté passager du poids lourd et le côté conducteur de la voiture. Après ça, les traces de pneus font une courbe vers la gauche. Un peu après, la caravane et la voiture se sont détachées et la caravane a fini sa course sur le bas-côté à droite, alors que la voiture est retournée sur la route. Les traces de pneus s'arrêtaient là, indiquant que la voiture avait quitté le sol et commencé à faire des tonneaux. À l'endroit où les traces de pneus finissaient, il y avait un certain nombre de rayures et d'éraflures sur la route menant à la position finale du véhicule, juste avant la sortie Violet Town. On a suivi l'autoroute à pied et on a trouvé le morceau de la caravane arraché. Dessus, il y avait une marque incrustée qui ressemblait à un bout de la lettre A ou à un V inversé. Par quelque chose qui s'était enfoncé dans le métal, puis en était ressorti, comme un grand boulon. Sur le côté de la caravane, il y avait des dépôts de peinture rouge récents. Il y avait 3 échantillons de peinture sur le côté de la caravane. J'étais convaincu qu'on avait affaire à un camion rouge vif, mais des taches de peinture, même multiples, ont une valeur limitée tant qu'on n'a rien avec quoi les comparer. Donc ce jour-là, le sentiment général était que c'était bien d'avoir ces indices, mais qu'on n'était pas très avancé tant qu'on n'avait rien pour les comparer. Deux ou 3 jours avaient passé et le chauffard ne s'était pas rendu à la police. Le barrage routier n'avait fourni aucune information intéressante. On se doutait que l'enquête serait longue et laborieuse. Le poids lourd ne s'est pas arrêté et la police de Victoria a entrepris des recherches sur 3 états pour retrouver le véhicule. Il s'agit d'un poids lourd équipé d'un pare-buffle. Il a probablement de la peinture rouge abîmée, soit sur le tracteur, soit sur la remorque. Selon la police, il est impossible que le chauffeur ne se soit pas aperçu qu'il avait causé un accident. Les témoins ont déclaré que c'était un miracle qu'il ait réussi à revenir sur la route après la collision. Un garçon de 12 ans ne mérite pas qu'on le laisse mourir sur le bas-côté de l'autoroute.
En général, on reçoit un coup de fil soit anonyme, soit d'un informateur qui nous dit « c'est ce type qui est impliqué dans la collision ou son camion se trouve à tel endroit ». Là, on n'a rien eu de tout ça. Alors, on a fait appel aux routiers pour essayer d'obtenir des informations. On a imprimé des prospectus et on les a distribués. La plupart ont dit que s'ils savaient quelque chose, ils ne couvriraient pas ce type. Parce que c'était très lâche de percuter une caravane et de provoquer la mort d'un garçon de 12 ans et de disparaître comme ça, sans venir expliquer ce qui s'est passé. On avait le sentiment que le conducteur du poids lourd s'était mis au vert. Dans ce genre d'enquête, ça peut signifier la fin de l'affaire. Il faut malgré tout continuer à avancer pas à pas en espérant que la journée vous apportera une nouvelle information ou le lendemain et que vous finirez par assembler les pièces du puzzle une à une. L'étape suivante consiste à tenter d'identifier le pare-buffle impliqué dans l'accident, en mesurant les marques sur la caravane et la voiture. Sachant qu'il s'agissait seulement d'une partie de pare-buffle, un quart ou un tiers de sa largeur totale, notre travail consistait à essayer de retrouver à partir de là le modèle ou le type de pare-buffle capable de faire ces marques. On nous a envoyé un autre agent de police en renfort, auquel on a assigné la tâche laborieuse d'ouvrir les pages jaunes et de contacter tous les fabricants de pare-buffle. Dans l'espoir de découvrir la firme qui fabrique le pare-buffle qui équipait l'avant du camion responsable de l'accident, l'agent de police écume pendant 2 semaines les annuaires téléphoniques de chaque État australien. Pendant ce temps, l'inspecteur Karsten Schulz continue de concentrer ses efforts sur l'étrange lettre A incrustée sur la tôle de la caravane, espérant bien découvrir son origine. Ce jour-là, j'ai quitté le bureau avec comme un sentiment de culpabilité, parce que je consacrais tellement de temps à cette affaire au détriment de ma famille. Alors j'ai dit à ma femme, on va faire un tour. Je vais t'expliquer où on en est dans l'enquête. On a vu des camions, je lui ai parlé du pare-buffle. Je regardais la route et en face, dans la direction opposée, j'ai vu arriver un poids lourd à ma hauteur. Et là, ça m'a sauté aux yeux. J'avais fait faire un agrandissement d'une photo de cet étrange A.